Lettre à M. Léon Richer, rédacteur en chef de l'Avenir des femmes, Paris le 8 juin 1872. Monsieur, je m'associe du fond du cœur à votre utile manifestation. Depuis 40 ans, je plaide la grande cause sociale à laquelle vous vous dévouez noblement. Il est douloureux de le dire. Dans la civilisation actuelle, il y a une esclave. La loi des euphémismes, ce que j'appelle une esclave, elle l'appelle une mineure. Cette mineure selon la loi, cette esclave selon la réalité, c'est la femme. L'homme a fait verser tous les droits de son côté et tous les devoirs du côté de la femme. L'homme a chargé inégalement les deux plateaux du code, dont l'équilibre importe à la conscience humaine. De là, un trouble profond. De là, la servitude de la femme. Dans notre législation telle qu'elle est, la femme ne possède pas, elle n'est pas en justice, elle ne vote pas, elle ne compte pas, elle n'est pas. Il y a des citoyens, il n'y a pas de citoyens. C'est là un état violent, il faut qu'il cesse. Quoi? Il y a un être sacré, qui nous a formés de sa chair, vivifié de son sang, nourri de son lait, rempli de son cœur, illuminé de son âme. Et cet être souffre, et cet être saigne, pleure, languit, tremble. Ah, dévouons-nous, servons-le, défendons-le, secourons-le, protégeons-le, baisons les pieds de notre mère. Avant peu, n'en doutons pas, justice sera rendue, et justice sera faite. On en viendra. L'homme à lui seul, je suis perdu, excusez-moi. Avant peu, n'en doutons pas. Justice sera rendue et justice sera faite. L'homme à lui seul n'est pas l'homme. L'homme plus la femme plus l'enfant, cette créature une et triple, constitue la vraie unité humaine. Toute l'organisation humaine doit découler de là. Assurer le droit de l'homme sous cette triple forme, tel doit être le but de cette providence d'en bas que nous appelons la loi. Redoublons de persévérance et d'efforts. On en viendra, espérons-le, à comprendre qu'une société est mal faite quand l'enfant est laissé sans lumière, quand la femme est maintenue sans initiative, quand la servitude se déguise sous le nom de tutelle, quand la charge est d'autant plus lourde que l'épaule est plus faible. Et l'on reconnaîtra que même au point de vue de notre égoïsme, il est difficile de composer le bonheur de l'homme avec la souffrance de la femme. Victor Hugo. Compliquée et qui était absolument impossible sans une aide étrangère. Tout d'abord, il fallait boucler par derrière, de la taille jusqu'au cou, une foule de portes et d'agrafes. La femme de chambre devait déployer toutes ses forces pour reformer le corset. Les longs cheveux étaient frisés, appliqués, brossés, arrangés, dressés en tour par une coiffeuse qui paraissait chaque matin avec une légion d'épingles, d'agrafes et de peignes et travaillait à grand renfort de fers et de papillotes. Avant qu'on déguisât son apparence en l'enveloppant de toutes ces pelures d'oignons, les jupons, les camisoles et les jaquettes, jusqu'à ce que le dernier vestige de ces formes féminines et personnelles eût complètement disparu. Serré au milieu du corps par un corset de dure baleine qui lui composait une taille de guêpe, La robe enflée en forme de gigantesque cloche
le cou engoncé jusqu'au menton, les pieds recouverts jusqu'aux orteils, la chevelure avec ses innombrables bouclettes, ses vrilles, ses tresses, érigées en tour sous un chapeau monstrueux et qui branlait avec majesté. ce personnage, désormais historique de la dame, fait l'objet d'un être misérable et digne de pitié, paralysé dans toute son action. Au premier coup d'œil, on se rend compte qu'une femme cuirassée dans une telle toilette, comme un chevalier dans son armure, ne peut plus se mouvoir librement avec légèreté et spontanéité, que chaque mouvement, chaque geste, et en fin de compte, que tout son comportement doit se faire artificiel, guindé, en un mot contraire à la nature dans un tel costume. Plus une femme devait faire l'effet d'une dame, moins ses formes naturelles devaient être reconnaissables. Au fond, la mode ne faisait que servir docilement la tendance générale de la morale de ce temps, dont le souci capital était de cacher et de dissimuler. Mais cette sage morale oubliait complètement que quand on ferme la porte au diable, il force ordinairement l'entrée par la cheminée. La société d'alors obtenait exactement le contraire de ce qu'elle attendait. Car enfin, comme dans sa crainte et sa pruderie, elle était constamment à l'affût de ce qui pouvait blesser les mœurs dans toutes les manifestations de la vie, afin d'éviter toute excitation. Elle était forcée en réalité de penser sans cesse aux choses immorales. Une responsable chargée de la promotion du voile à Téhéran a annoncé cette semaine la prochaine ouverture de la première clinique spécialisée pour traiter les femmes ne portant pas le voile, obligatoire selon la loi. Article dans L, 14 novembre 2024. La République islamique estime que celle qui montre ses cheveux ou son corps souffre d'une maladie psychiatrique du dévoilement. La vidéo d'Aoud Ariaeh tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Sa large culotte rayée, son soutien-gorge rayé, dessous d'une simplicité bouleversante, sont devenus les nouveaux étendards de la révolte des femmes iraniennes. Des sous-vêtements comme des armes, un dévoilement qui tient du combat. Le 4 novembre, le monde entier l'a vu. Marchant, le corps découvert, devant l'université islamique Azad à Téhéran. Les informations divergent selon les sources, mais l'étudiante en littérature française, harcelée par la sécurité de la faculté pour sa tenue, aurait ôté ses vêtements dans un geste de protestation. Filmée par des jeunes filles depuis une fenêtre, on la voit déambuler lentement, bras croisés, au milieu d'une foule qui détourne le regard. Autour d'elle, les autres étudiantes sont voilées de noir, rendant sa nudité et sa solitude d'autant plus dissonante. Quelle pensée la traverse alors que ce geste la destine au geôle du régime iranien? Quelle force, quel élan sacrificiel peuvent porter ainsi nos femmes qui sont celles condamnées? Ces images montrent, en quelques secondes, comment le corps des femmes est un lieu politique et comment elles sont au centre du changement. Ce n'est pas seulement du courage. Les femmes pètent un câble face à l'absurdité de ce qu'on leur fait subir. Une femme qui s'immole, une fille qui se jette d'un toit, ce n'est pas du courage. C'est le niveau de frustration totale et absolue. À un moment donné, on dit « mais lâchez-nous !»
notre dignité, notre intégrité sont tellement cassées. C'est comme si Aoud disait « Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre de moi? Mon corps, mon âme, mon existence? Vous voulez me tuer, morceau par morceau? Mettez-moi sur une guillotine, tuez-moi, lâchez-moi. En fait, mieux vaut mourir une fois que mourir tous les jours. C'est une immolation de l'âme. En Iran, le corps de la femme est un champ de bataille. Petite robe noire, légère, toute simple et sans manière, dansait à l'écart au fond du placard. Elle n'avait autour d'elle que des gilets de flanelle, des chemises d'homme et des pantalons tout comme. Elle était hélas si peu à sa place, perdue par hasard entre deux costards. Et l'anomalie pourtant si jolie, suspendue, fragile, dans ce drôle d'exil, viril. Faut dire que ça plaît aux filles, des petites robes qu'un rien déshabille. Petit bout de tissu, sans quoi elles iraient nues. Petit rêve où s'égare la main ou le regard. Petite robe toute simple et sans faille. Petite plume volée aux parures étranges d'un ange. La petite robe noire racontait sa belle histoire. Ses heures de grâce au printemps qui passe, quand le cachemire, le blouson de cuir, rassurants efforts, ne la blessaient pas encore. Quand une caresse la faisait princesse, quand elle allait libre de toutes ses fibres, avant le passage des premiers orages, avant qu'on ne la cloue de reproches flous, jaloux. Faut dire à ce que ça coûte aux filles, les petites robes car rien les habille, petits bouts de tissu sans quoi elles iraient nues, petit rêve où s'égare la main ou le regard. Petite robe noire, toute simple et sans faille, petite plume tombée aux souvenirs étranges d'un ange. La petite robe sage s'abîmait sous les outrages. Habillée de cris, Salie de mépris, elle savait les coups, les marques au cou, les larmes qui brillent au coin des yeux qu'on maquille, un soir de misère, d'enfer ordinaire, de vagues ruptures, de coups de ceinture, on l'avait griffé, déchiré, froissé, et puis, peu importe. laissé de la sorte, Morte. Affronte l'absence. Prends le chemin, n'importe quel chemin. Une fois seule,
Regarde le ciel sans étoiles. Accepte que certaines douleurs trouent la poitrine sans but. Prends la solitude et la nuit opaque. Traverse, sans espérer trouver derrière la nuit la source lumineuse de la nuit. Et alors, peut-être, tu rencontreras des galaxies de silex d'or et de silence. Il dort sur le banc. 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 Elle ne bouge pas. Son corps est vissé sur la chaise. Les filles et Gilles sont dans la cour. Ils sont sortis aussitôt après le repas. Ils savent qu'il ne faut pas faire de bruit quand il dort sur le banc. Claire a refermé derrière elle les deux portes, celle de la cuisine et celle du couloir. La table n'est pas débarrassée, elle s'en occupera plus tard. Quand il aura fini la sieste, Il faudra ramasser tout le linge. Repasser, ranger, Préparer les vêtements des enfants pour demain matin. Elle est contente de descendre chez ses parents. elle voudrait être contente. on sera chez elle de son côté. On pourra rire et parler fort. Et il n'aura pas le dessus. Il remue un peu sur le banc. Il a laissé ses lunettes sur la table à côté de son couteau fermé. Et il dort comme ça, allongé sur le banc étroit. La jambe gauche posée sur la droite, les pieds croisés. Elle connaît ses heures. Il va dormir encore 10 minutes. Il sera réveillé et levé d'un coup. Il mettra d'abord ses lunettes. Il prendra son couteau. Il lui demandera sans la regarder. Ce qu'elle attend pour ramasser la table. Parce qu'elle attend pour ramasser la table. Il ne supporte pas le moindre bruit pendant sa sieste. Elle ne répondra pas. La boule durcit dans sa gorge. Dans 3 semaines, le 30 juin, elle aura 30 ans. 30 ans. 3 enfants, Anne, Isabelle et Gilles. 2 filles et un garçon, 7, 5 et 4 ans. Une ferme, une belle ferme. Elle a des mots maintenant. Pas beaucoup, 2 ou 3, ça suffit. Depuis toutes ces années, elle a trouvé des mots pour se parler à elle, dans sa peau, de ce qui lui arrive, de ce qui est arrivé dès le début, aussitôt après le mariage. Elle ne dit ces mots à personne. Comment les dire? Il faut faire semblant devant les gens. Tous les autres sont des gens. Même sa mère, son père et ses sœurs. Ses sœurs savent, elles ont senti, elles ont compris. Elles ont vu une fois, après la naissance de Gilles, où il n'a pas pu se tenir devant elles. Depuis, elles ne sont pas revenues à la ferme, passer quelques jours, comme elles le faisaient avant, quand les filles étaient plus petites. Mais elle ne savait pas si ses sœurs avaient parlé à sa mère de ce qu'elles avaient vu. Sa mère ne lui a rien dit. Et elle non plus. Elle se tient dans l'allée du jardin et secoue la tête pour ne pas penser à ces 6 premiers mois de son mariage, de janvier à juin, où elle habitait sous l'âge. Elle se souvient et ça cogne de tous les côtés. Elle a été enceinte tout de suite. Isabelle est née 11 mois jour pour jour après leur mariage. Elle ne reconnaît pas son corps, que les 3 enfants ont traversé. Elle ne sait pas ce qu'elle est devenue. Elle est perdue dans les replis de son ventre, couturée, hachée par les cicatrices des 3 césariennes. Ses bras, ses cuisses, ses mollets et le reste. Saccagée. Son premier corps, celui d'avant, est caché là-dedans, terré, tapis. Il dit tu ressembles plus à rien. Il dit « tu pues, ça pue ». Et il s'enfonce. Pour se calmer et tenir, il faut faire. Faire des choses, Elle a appris ça. Travailler. réciter des listes, Penser à d'autres personnes. Se raconter les histoires des gens en dehors de la famille. Et profiter des occasions. Demain, chez ses parents, elle fera semblant.
On restera longtemps à table, elle se reposera, on parlera des jardins, des gens, des voisins. Sa mère raconte bien, elle imite les uns les autres avec leurs manies, leur façon de faire, leurs accents. Tout le monde rit. Même lui. Elle sentira le regard de son père posé sur elle. Mais son père est hindou. Il ne peut rien pour elle. Elle a fait sa vie comme ça. Elle va avoir 30 ans et sa vie est un saccage. Elle le sait. Elle est coincée, vissée avec les 3 enfants. Il est le père des 3 enfants. Il les regarde à peine, mais il est leur père. Il est son mari. Et il a des droits. Ils descendent dans les familles le dimanche à peu près une fois par mois. Chaque fois, la veille, le samedi, c'est terrible. Tout revient, elle est envahie, elle le sait, elle s'y attend. Tout, les dates, les moments, ce qu'elle aurait dû faire, ce qu'elle n'a pas fait. Elle se souvient, ça la traverse et elle ne peut pas lutter. On dirait qu'il le devine, qu'il le flaire. Et le samedi soir, surtout ces samedis-là, il faut y passer toujours. Elle se dégoûte, il a de gouttes, il est pire qu'une bête. Les bêtes ne sont pas méchantes. Les bêtes ne disent pas des coups. Les bêtes ne disent pas des mots qui sont pires que des coups. Le dimanche matin, quand ils partent, il gueule, mais il ne cogne pas. Il se retient. Elle ne sait pas pourquoi et ne cherche plus à comprendre. Elle n'a jamais rien compris. Elle s'en rend compte maintenant quand il est trop tard. Elle ne rentre plus dans sa robe bleue, celle de l'été dernier avec une ceinture. Même avec la gaine neuve sous la combinaison, pas la peine d'essayer. Sa mère lui dira « Tu as encore pris, ma pauvre petite ?» Elle aurait voulu aller chez le coiffeur, mais ça coûte cher. Et il crie toujours pour l'argent. Elle est fatiguée de demander, de supplier. Elle essaie de mettre un peu de côté en grattant sur ce qu'il donne chaque mercredi pour les courses. Il ne va jamais dans la chambre des enfants. Et elle a une cachette sous le matelas du petit lit de Gilles. Ils sont dans la voiture. L'odeur mentholée de son après-rasage lui renverse le cœur. Elle a un gros bleu sur le mollet gauche. Les autres sont cachés sous la jupe qui lui serre le ventre. Il part. Il raconte. Il est comme ça. Souvent juste après les pires moments. 2 heures plus tard, Le soir même ou le lendemain matin, On dirait que rien ne s'est passé. Qu'il a tout oublié. que ça n'a pas pu avoir lieu. et lui demande si elle va faire la gueule encore longtemps. Si elle va faire la gueule encore longtemps. La gueule encore longtemps. Encore longtemps. Il a l'air presque étonné qu'elle ne lui réponde pas. Ses règles ont commencé. Heureusement, elle s'en est aperçue avant de partir et a pu s'équiper pour le voyage. Elle préfère ne pas imaginer ce qui arriverait si elle salissait les sièges de la Missis. Une fois, Anne, qui est souvent malade en voiture, a vomi sur la banquette arrière. Il ne s'était pas arrêté assez tôt. Et elle avait vu arriver le moment où il allait s'énerver et cogner. Anne s'était mise à pleurer. Gilles aussi. Isabelle regardait tout et son menton tremblait. Ils étaient plantés sur le bord de la route. Des voitures passaient, ralentissaient. Elle avait senti qu'elle ne pouvait rien pour ses enfants. Elle ferme les yeux. Elle pense à la première fois où il s'est vraiment déchaîné, 15 jours après le mariage, exactement dans la nuit du samedi au dimanche. Elle s'est sauvée. Elle est partie. En passant dans le couloir, elle a attrapé une paire de bottes et un vieux manteau de sa belle-mère. Et elle est sortie par la porte de derrière. Il ne l'a pas suivie. Personne n'a bougé dans la maison. Elle a couru, elle avait mal partout. Elle s'est jetée dans le bois, elle s'est roulée en boule au pied d'un arbre. Elle ne sentait pas le froid.
Elle se souvient de tout. Il n'aurait pas fallu revenir. Elle aurait dû aller chez ses parents, comme ça, dans cet état, en bottes et sans rien sous le vieux manteau. Il ne l'aurait pas laissé dehors et ils auraient su quoi faire. Elle n'y avait même pas pensé. Elle a retourné ça 100 et 1000 fois dans sa tête depuis toutes ces années. Elle ne sait pas pourquoi elle est revenue. Elle ne se comprend pas. C'est un dimanche ordinaire dans la vie ordinaire et pas foutu C'est un des dimanche gens ordinaire dans la vie ordinaire et pas foutu des gens dimanche normaux qui n'ont pas peur. ordinaire C'est un dimanche ordinaire dans la vie ordinaire et pas foutu des gens normaux qui n'ont pas peur tout le temps. Ces mots lui montent à la gorge exactement dans cet ordre. Elle s'appuie contre le buffet. Elle se sent soulevée. Elle a le vertige. Et quand sa mère entre dans la salle à manger, elle commence à parler. Elle parle. Ça ne dure pas longtemps, parce qu'elle raconte le pire tout de suite, sans pleurer. Elle montre aussi les bleus, les traces sous la jupe. Elle dit que là-haut, elle ne peut rien empêcher. Les enfants ont peur et elle a peur pour eux. Maintenant, ils grandissent et comprennent tout. Ils voient tout. Sa mère a refermé la porte. Ils restent debout. Ils sont seuls dans la salle à manger. Elle dit que c'est fini, qu'elle ne remontera pas, plus jamais. La peau bleuie, Pas par le ciel, la peau bleuie, pas par la mer, la peau bleuie, pas par le froid, pas par la peur. 2 soirs par semaine, les enfants s'enferment dans la chambre pour ne pas entendre. Depuis, la petite fille a grandi. Elle écrit des poèmes sur le bleu. Du ciel, de la mer, de la peur. Et jamais elle n'écrit sur ce qui ne peut être dit. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il marche mieux dans toutes les salles. Bah, faudrait peut-être casser l'école. Une fille qui loue, ce serait normal. Balance ton quoi? Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi? Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi? Donc laisse-moi te chanter d'aller te faire en... Ouais, je ne serai pas à la radio parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent à demi-mot. Pour une fille belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents, tes frères, ça aide. Oh, toi, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? Je t'ai écrit le plus beau des poèmes, rien que pour toi. Laisse-moi te chanter d'aller te faire en... Ouais, je serai poli pour la télé, mais il va te faire en... Balance ton... Quoi? Balance ton... Quoi? Un jour peut-être, ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi?
Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton poids. Même un jour, peut-être ça changera. Balance ton poids. Des milliers de filles ont monté un escalier, frappé à une porte derrière laquelle il y avait une femme dont elles ne savaient rien, à qui elles allaient abandonner leur sexe et leur ventre. Et cette femme ouvrait la porte en tablier et en chaussons à pois, un torchon à la main. C'est pourquoi, mademoiselle? Elle l'a fait entrer rapidement dans une cuisine étroite et noire, puis passer dans une chambre un peu plus grande avec des meubles vieillots. J'étais debout près du lit. Elle m'a demandé à quand remontait la dernière règle. 3 mois. Elle m'a fait ouvrir mon manteau et m'a palpé le ventre des 2 mains par-dessus la jupe, en s'exclamant « Vous avez un petit bidon ». Selon elle, c'était le bon moment pour le faire. Elle avait tout préparé. Elle semblait pressée de s'y mettre. Dans le prolongement du lit, elle avait installé une table recouverte d'une serviette de toilette blanche. J'ai enlevé mon collant, mon slip. Il me semble que j'ai conservé ma jupe noire parce qu'elle était évasée. Quand je me déshabillais, elle m'a demandé « Est-ce que vous avez beaucoup saigné quand vous avez été dépucelée ?» Elle m'a fait placer le haut du corps sur le lit, la tête sur un oreiller, les reins et les jambes pliées sur la table en position surélevée. Elle s'est assise à la table au pied du lit, sa tête grise entre mes jambes. Elle ne cessait de parler en s'affairant, spécifiant une nouvelle fois qu'elle introduisait la sonde, rien d'autre. Je ne sais plus combien de temps cela lui a pris. Je pleurais. Puis elle a dit que c'était fini. Je ne devais toucher à rien. J'ai cessé d'avoir mal, seulement une sensation de pesanteur dans le ventre. Nous avons bu un café ensemble. Je me sentais abandonnée du monde, sauf de cette vieille femme. Dans la lumière avec sa peau grise, elle m'inspirait de l'aversion. La femme qui me sauvait ressemblait à une sorcière, une vieille maquerelle. Pour elle, c'était une bonne chose de faite.
Quoi donc te fait mal, ma fille? Quoi donc te fait mal? Me fait mal son absence, me fait mal sa présence, me fait mal son silence qui parle tant de fois. Et quoi donc te fait triste, ma fille? Quoi donc te fait triste? Me fait triste sa voix, me fait triste son rire, et d'encore me redire qu'il ne s'adresse qu'à moi. Quoi donc te fait laide, ma fille? Quoi donc te fait laide? Me fait laide mon ennui, me fait laide et meurtrie, chaque jour qu'avec lui je ne partage pas. Quoi donc te fait bête, ma fille? Quoi donc te fait bête? Fait bête mon attente, me fait bête et méchante, quand les choses aimantent, qu'encore il reviendra. Quoi donc te fait douce, ma fille? Quoi donc te fait douce? Me fait douce la nature, me fait douce l'azur, me fait douce et me dure lumière qui coule en moi. Quoi donc te fait gai, ma fille? Quoi donc te fait gai? Me fait gai le printemps, me fait gai d'être là, me fait gai comme le temps qui me guérit déjà. J'ai décidé de me faire du bien, de me faire couler un bain, d'étaler toutes mes photos de moi, de les commenter de haut en bas. Je vais m'envoyer des fleurs. Me parler que de moi. Des éloges à haute voix. Des roses. Pour me féliciter d'être moi. J'ai décidé de me regarder, de m'éplucher dans le miroir, de dévoiler tous mes atouts, de m'adorer de bout en bout. Je vais m'envoyer des fleurs, me parler que de moi, des éloges à haute voix, des roses pour me féliciter d'être moi. J'ai décidé de me désirer, de m'inventer des sensations, de crouler sous mes émotions, de devenir mon obsession. Je vais m'envoyer des fleurs, me parler que de moi, des éloges à haute voix, des roses pour me féliciter d'être moi. Des roses. Des roses, 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 des roses. que je ne t'enverrai pas. Que je ne t'enverrai pas. Voilà 3 jours que Sarah ne sort plus de son lit. Hier, elle a appelé le médecin pour lui demander un arrêt de travail, le premier de sa carrière. Elle ne veut pas retourner au cabinet. Elle ne supporte plus cette hypocrisie, cette mise à l'écart dont elle est devenue l'objet. D'abord, il y a eu le déni, l'incrédulité, puis la colère. Une rage incontrôlée s'est emparée d'elle. L'abattement lui a succédé, incommensurable, comme une étendue désertique n'offrant pas d'échappée. Sarah a toujours été maîtresse de ses choix, des orientations de sa vie. Elle était une exécutive woman, comme on dit ici. Littéralement une... Personne jouissant d'une position dominante dans une entreprise ou une compagnie qui prend les décisions et les fait appliquer. Dorénavant, elle subit, elle se sent trahie, on la juge inapte, insuffisante, stérile.
Elle, qui a vaincu le plafond de verre, se heurte aujourd'hui à ce mur invisible qui sépare le monde des bien portants de celui des malades, des faibles, des vulnérables, auxquels elle appartient désormais. Elle est morte, elle le sait. Johnson et ses pères sont en train de l'enterrer. Ils mentent tous autant qu'ils sont. Ils lui disent. Sois forte. Ils disent. Tu vas t'en sortir. Ils disent. On est avec toi. Mais leurs gestes indiquent le contraire. Ils l'ont laissée tomber. Elle est mise à l'index. On lui a enlevé la seule chose qui la tenait debout, la seule qui lui donnait la force de se lever le matin, son moi social, sa vie professionnelle, l'impression d'être quelqu'un dans ce monde, d'y avoir sa place. Ce qu'elle redoutait a fini par arriver. Sarah est devenue son cancer, sa tumeur personnifiée. Elle n'est plus une avocate malade, elle est une malade avocate. La différence est de taille. Le cancer fait peur. Il isole, il éloigne, il pue la mort. À son contact, on préfère se détourner, se boucher le nez. Elle s'étonne encore de sa crédulité. Elle qui craignait que sa maladie déstabilise le cabinet se heurte à une vérité plus cruelle. Il fonctionne très bien sans elle. Sa place de parking sera réattribuée. Ainsi que son bureau, ils se battront pour l'obtenir. Inquiet, son médecin lui a prescrit des antidépresseurs. Selon lui, la dépression est un mode de réaction fréquent à l'annonce d'une maladie grave. C'est un facteur d'évolution défavorable pour le cancer. Il faut se ressaisir. Son brio. Ce n'est pas elle qui est malade, c'est la société tout entière qu'il faudrait soigner. Alors on peut lui en prescrire des pilules, autant qu'on veut. Elles ne changeront pas grand-chose, ou si peu. Dans le miroir, sa peau est pâle, comme une feuille de papier, si fine que la lumière semble la traverser. Ses côtes sont saillantes, ses jambes ressemblent à des baguettes, prêtes à casser au moindre faux pas, comme des allumettes. Avant, ses jambes étaient galbées, ses fesses moulées dans des tailleurs élégamment coupées. Son décolleté était une arme de séduction avérée. C'était un fait. Sarah plaisait. Peu d'hommes le résistaient. Qui la trouverait belle aujourd'hui avec sa mine blafarde et son corps amaigri, dans ce jogging trop grand qui flatte sur elle, tel le drap d'un fantôme? Un sein en moins. Au début, elle n'a pas voulu se l'avouer. La peine, le chagrin. Ce n'est rien, s'est-elle répétée. La chirurgie plastique fait des miracles. Le mot, pourtant, lui a paru bien laid. Ablation. Un mot qui rime avec punition, Agression, Mutilation. Amputation. Démolition. guérison aussi peut-être. C'est là de la chance. Qui peut lui promettre? Lorsque sa fille a appris pour sa maladie, elle a réfléchi un moment, puis elle a prononcé cette phrase. « Tu es une Amazone, maman. » Quelque temps plus tôt, elle avait rédigé un exposé sur le sujet que Sarah avait corrigé. Elle s'en souvient encore. Amazon vient du grec mazos, mamelle, précédé du a, privé de. Ces femmes de l'Antiquité se coupaient le sein droit pour mieux tirer à l'arc. Elles formaient un peuple de guerrières qui s'unissaient aux mains des peuplades voisines pour se reproduire, mais élevaient leurs enfants seuls. Elles employaient les hommes pour assurer les tâches domestiques. Elles menaient de nombreuses guerres dont elles sortaient souvent vainqueurs. Cette guerre-là, hélas, Sarah n'est pas sûre de la gagner. Ses cheveux, plus que tout, la désolent. Elle est perd maintenant à grandes poignées. Une femme chauve, c'est une femme malade. Ce crâne nu est un aveu, une confession, une souffrance. Le cancer lui aura donc tout pris? Son métier, son apparence, sa féminité? Sarah est là, devant la glace. Elle regarde ses ongles abîmés, ses cheveux clairsemés. Une Amazone, voilà ce qu'elle est. Une guerrière, Une combattante. Une Amazone ne se laisse pas aller. Elle se bat jusqu'à son dernier souffle. Elle n'abandonne jamais. Il faut retourner au combat, reprendre la lutte. elle doit continuer. Elle ne s'allongera pas dans ce lit, ne s'abandonnera pas à cette petite mort qui lui tend les bras. Elle ne se laissera pas ensevelir.
La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les yeux cernés par les années, par les amours au jour le jour, la bouche usée par les baisers, trop souvent, mais trop mal donnés. Le teint blafard malgré le phare, plus pâle qu'une tache de lune. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans, depuis longtemps. Les seins si lourds de trop d'amour ne portent pas le nom d'appât. Le corps lassé, trop caressé, trop souvent, mais trop mal aimé. Le dos voûté semble porter des souvenirs qu'elle a dû fuir. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans, depuis longtemps. Ne riez pas, n'y touchez pas, gardez vos larmes et vos sarcasmes. Lorsque la nuit nous réunit, son corps, ses mains s'offrent aux miens, et c'est son cœur couvert de pleurs et de blessures qui me rassure. Et acceptez, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes et de nos cultures. Dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui par le fort prend toute la place. Si j'apprécie les deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Bien, l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs, vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure? Pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Et acceptez, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs, vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous on vacille pour votre flamme.
Voilà. Victor Hugo, lettre à Monsieur Léon Richet. Stéphane Zweig, Le Monde d'hier. Courrier international et aide, Aoudaïe. Juliette, la petite robe noire. Clarisé par Marielle Lafont, Les Sources. Toujours Clara Isé dans La peau bleuie. Angèle, balance ton poids. Annie Arnaud, l'événement. Sandrine Kimberlin, Esther Karlmec. Quoi donc? Sandrine Kimberlin, envoyer des fleurs. Laetitia Colombani, La Tresse. Georges Moustaki, Sarah. Et Grand Corps Malade, Mesdames. Mise en voix et en espace, Céline Espargolier. Franck, Emma. Toi, tu te dis Céline. Et on l'a déjà dit. Vous n'avez pas répondu. Ces textes, nos textes ont été accompagnés par ces trois œuvres-là, réalisées par Jocelyne Maillet. J'aimerais bien Céline a choisi ces trois œuvres, ces trois sculptures. Cette première, Rumeur, Amazone, la guerrière, la combattante, et puis la plus petite, Sérénité. Merci à elle. Merci. Nous remercions également l'Association des rencontres culturelles du Temple de nous accueillir cette fois-ci encore, une nouvelle fois encore, ici dans ce lieu qui pour nous est vraiment corps et âme. Et puis nous avons quelques annonces à faire. Par exemple, le samedi 22 mars, donc les Carquilles organisent la journée régionale Théâtrame 303, Pays de la Loire. Ce 22 mars, il y aura 3 compagnies, 2 de Nantes et 1 d'Angers. Il y aura 3 pièces qui se joueront au théâtre municipal. Vous trouverez les flyers sur le petit bar qu'on va mettre tout à l'heure. Et les réservations seront à partir du 10 mars sur la billetterie de la ville de La Roche. Passons aux choses sérieuses. En tant que trésorier de l'Écarquille, je mets à votre disposition un chapeau. Et le chapeau se modernise, parce qu'avant on mettait simplement des espèces sonnantes et trébuchantes dans le chapeau. Ceux qui n'ont pas d'espèces sonnantes et trébuchantes, sachez que nous avons un TPE et que je tiendrai à votre disposition tout à l'heure, donc il ne faudra pas hésiter à me solliciter. On va vous demander juste quelques minutes. Nous allons enlever les sculptures, nous allons installer quelques tables et vous aurez l'occasion donc de prendre un verre, puis trinquer tous ensemble. Si vous jugez bon de rajouter ce que vous allez consommer dans le chapeau, n'hésitez pas. Voilà, je pose ce chapeau à votre disposition ici. Merci à toutes et à tous.